Merci de nous rejoindre, même en visio. Merci de nous rejoindre. De votre belle ville du Havre, je crois. Oui. Bon, je vous laisse juste pour vous accueillir, puisque vous n'étiez pas présente ce matin, répéter les quelques mots gentils que j'ai eus à votre égard. Non, on voulait vraiment vous remercier et vous faire part de notre gratitude et de notre reconnaissance pour tout le travail que vous avez effectué lorsque vous étiez ministre. Vous le savez, on a beaucoup échangé pendant votre période au ministère. Vous avez vous aussi su nous écouter et bien appréhender et comprendre nos demandes et nos problématiques. Et puis, personnellement, j'en parlais tout à l'heure avec Alexis, je ne sais pas s'il est toujours là, Alexis Bataille-Ambert. Vous avez lancé de nombreux chantiers, que ce soit sur la santé des soignants qu'on vient d'évoquer avec Alexis, sur les violences faites aux soignants, sur les pratiques non conventionnelles de soins en santé. Et puis, c'est des dossiers qui, malheureusement, avec l'instabilité politique, sont restés un petit peu à l'arrêt et certains auraient le mérite d'être repris. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ça avant de vous laisser la parole et de vous laisser nous exposer un petit peu votre vision des choses sur les thématiques de cet après-midi, voire de ce matin, sur les sujets qu'on a aussi pu évoquer ce matin. En tout cas, merci beaucoup et on vous laisse la parole. Merci cher Eric pour ces mots. D'abord, excusez ma présence en visio, mais vraiment, c'était impossible pour moi d'être à Paris aujourd'hui. J'avais trop d'engagements pris, comme la date a changé plusieurs fois aujourd'hui. Vous dire beaucoup de choses, et c'est très frustrant d'être en visio parce que j'aurais beaucoup aimé réagir à quelques remarques de la table ronde précédente que j'ai écoutées très très attentivement. Mais je vais vous faire voilà, un petit point. Donc, certes, j'ai été ministre, comme l'a dit un intervenant précédemment, et c'est pas parce qu'on n'est plus ministre qu'on peut dire ce qu'on doit faire. C'est aussi parce qu'on a été ministre qu'on sait qu'on a vu que peut-être il y a des choses qu'on aurait aimé faire, mais parfois faute de temps. On peut pas, et aussi parce qu'on prend le temps de prendre du recul et d'examiner tout ce que l'on a vu. Moi, je suis partie du ministère avec plusieurs convictions. La première conviction, c'est que nous étions à la croisée des chemins sur la transformation de notre système de santé. C'est-à-dire que toutes les briques qui se sont mises en place depuis Ma Santé 2022 sont en train d'être appréhendées par les professionnels. Ça, j'en ai vraiment une conviction profonde. On en est vraiment à cette période-là. Une autre conviction très profonde, c'est que c'est bien à partir des territoires, avec les territoires, qu'on va y arriver. C'est qu'il faut qu'on change notre système j'allais dire, de mise en œuvre de nos politiques publiques. L'État doit être le garant, j'allais dire, de l'égalité et de l'équité, de la ligne, mais on voit bien qu'elles ne peuvent pas s'appliquer, ces politiques publiques, de la même façon au fin fond de la Lozère qu'en Normandie ou qu'à Nice. Ça, c'est très clair. Et c'est très clair aussi parce que les professionnels, sur le territoire, pour des raisons diverses, se sont organisés de façon très différente. Certains ont très vite adhéré à l'exercice coordonné. Certains ont très vite adhéré à l'exercice en maison de santé pluriprofessionnelle. Et donc, il ne faut pas les freiner, il faut au contraire accompagner ces territoires qui ont déjà pris de l'avance sur certains autres. Et d'autres sont encore un peu plus éloignés, mais il faut aussi les accompagner à aller vers ça. Donc, je crois que l'État doit être accompagnateur, facilitateur et pas emmerdeur. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire. Vraiment. J'en ai vraiment l'intime conviction. Et quand on parle de simplification, quand on parle de suradministration, je peux vous le dire, je suis encore au moins 3 à 4 fois par jour sollicitée pour des problèmes de suradministration, pour des problèmes de quotas qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, donc je pense qu'on doit encore avancer et comprendre qu'on doit être facilitateur et accompagnateur des projets, des territoires portés par les professionnels et par l'ensemble des professionnels.
Donc tout cela s'organise, les maisons de santé pluriprofessionnelles s'organisent, les communautés professionnelles s'organisent, et je crois que là on a deux vrais outils pour permettre aux professionnels d'appréhender l'exercice coordonné et le travail ensemble. Je remercie M. Menzaki d'avoir rappelé quand même quelques vérités. Si nous en sommes là aujourd'hui, j'allais dire, on ne va pas chercher dans le rétroviseur les responsabilités, mais ce sont des responsabilités collectives. Les professionnels de santé aussi ont leurs responsabilités dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et c'est bien de l'avoir fait remarquer, mais néanmoins, il est important, fort de cette analyse, de ne pas répéter les erreurs, de ne pas répéter les erreurs du passé. Quand j'entends encore des professionnels de santé qui disent « surtout n'augmentez pas le nombre de médecins en formation parce qu'on va avoir des problèmes de travail dans quelques années », je leur demande si mais il y en a, hein, j'aurai la décence de ne pas donner les noms. Il y en a. Je dis que non. Les politiques ont écouté les professionnels de santé une fois, pas deux fois. Pas deux fois. On va pas se laisser embarquer dans cette situation une deuxième fois. Donc le système est en train de se transformer et l'appréhension par les professionnels du travail ensemble dans l'intérêt du patient me semble être, j'allais dire maintenant, rentré dans les têtes, hein, pas encore tout à fait culturel, mais ça rentre vraiment dans les têtes parce que c'est une nécessité. La prise en charge globale du patient est vraiment rentrée dans les têtes. Pour ça, forcément, on n'y arrive que si on travaille ensemble en respectant les compétences des uns et des autres, très clairement. Le respect des compétences des uns et des autres nous a permis d'avancer dans j'allais dire, la prise en charge du patient, certes de façon différente. Ce n'est pas le médecin qui prend que le patient, tout le patient, rien que le patient tout seul. Il doit le faire parce qu'il ne peut plus le faire avec les professionnels qui entrent dans le parcours de soins du patient. Et ça, c'est en train de se mettre en place. Alors, ce n'est pas si simple. Je n'aurais pas fait tout à fait la même réponse que M. Menzaki sur la longueur de la parution des décrets. Donc, je vais vous faire la mienne. Je dis que M. Menzaki aurait pu faire de la politique. Mais non, je le dis, c'est un combat que nous menons sur la lenteur de la parution des décrets. Parfois, c'est incompréhensible de la part de nos concitoyens, de la part des professionnels. Parfois, certains sont vraiment difficiles à mettre en œuvre, et je l'entends et je le comprends. Mais 640 jours pour faire paraître un décret sur une profession dont on souhaite, j'allais dire, qu'elle prenne toute sa place dans l'exercice coordonné, dans le parcours du patient, et je parle des IPA, évidemment que ce n'est pas compréhensible de la part des professionnels. Ce n'est pas compréhensible. Alors, la réponse à la question était très bien, mais ce n'est pas la réponse à la question. C'était oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile de faire admettre que d'autres professions vont pouvoir exercer des compétences qu'elles ont apprises à la place d'autres professionnels, mais dans l'intérêt du patient. Oui, il faut le faire admettre. Alors ça prend du temps. Mais une fois que les lois ont été votées, elles ont été votées. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on arrive à avancer un peu plus vite pour faire parfois avancer plus vite, tout clairement. On a parlé de résilience du système de santé. Moi, je voudrais parler aussi de la résilience de nos concitoyens. N'oublions pas que si le système de santé est résilient, nos concitoyens aussi ont une certaine forme de résilience. Et là, je vais parler de la pénurie des médicaments, tout simplement, où moi, je suis assez stupéfaite de leur capacité à comprendre qu'on change de marque tous les mois, que pour la même marque de laboratoire pour le même produit, qu'il faut revenir 5 fois pour avoir son traitement. Et ça, je suis assez, moi, surprise de ça. Et puis, pour revenir à la prise en charge globale, j'allais dire aussi à l'exercice coordonné, n'oublions pas que là aussi, on a progressé, et la crise sanitaire nous a obligés à progresser, c'est le lien ville-hôpital et le lien public-privé. Et je crois que là aussi, on a fait beaucoup d'efforts. Alors tout ça, on est vraiment à la croisée des chemins, se met en place, mais ne pourra, à mon sens, être, j'allais dire, complètement effectif et pourra se mettre en place plus vite que si, et je crois que ça a été évoqué ce matin, mais si on accélère
sur la formation de tous les professionnels. En France, on a un peu l'habitude, c'est-à-dire de décider des choses, de les mettre en place sans former les professionnels. Alors, je ne parle même pas de la formation continue, je parle de la formation initiale. Et donc, moi je pense que dans les choses un peu nouvelles qu'il nous faudrait mettre en place, c'est faire en sorte que ce soit le ministère de la Santé qui est en charge la formation des professionnels de santé. Je crois que c'est important, comme l'agriculture a en charge la formation agricole. Je veux dire que rajouter, et ce n'est pas une critique envers mes anciennes collègues ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais je crois qu'il est important qu'on puisse avoir, j'allais dire, la main pour aller plus vite sur les programmes de formation de tous les professionnels de santé. Je crois que là, c'est un enjeu majeur à mon sens. Et puis le changement de paradigme, il ne pourra se faire aussi parce qu'il ne nous a pas échappé que ce sera difficile d'avoir des ONDAM qui ont la progression nécessaire à l'évolution j'allais dire, des besoins en santé. C'est de travailler à la fois sur la pertinence, pas que pour le point de vue économique, mais aussi parce que parfois trop d'examens mobilisent trop de professionnels de santé. Ça, je l'ai encore entendu hier matin où j'ai passé 2 heures dans un service de radiologie. Je pense que c'est important de travailler sur la pertinence des soins. C'est urgent de faire en sorte que la prévention devienne l'axe majeur de nos politiques publiques, c'est-à-dire qu'à l'école, on fait de la prévention. On fait de la prévention au travail, on fait de la prévention partout et on fait de la prévention pour que nous soyons nous-mêmes acteurs de notre prévention. Je crois que là aussi, on a un vrai enjeu à faire en sorte que la prévention, bien sûr, le vaccin, la lutte anti-tabac, les examens de dépistage sont liés aux professionnels de santé. Mais la prévention, c'est l'affaire de tous et c'est d'abord une affaire citoyenne. On doit être acteurs nous-mêmes de notre prévention. Ça me semble être là un deuxième point important. Donc pertinence, prévention, formation. À mon avis, ce sont 3 axes sur lesquels on doit avancer plus vite et sur lesquels j'imagine que dans les semaines et dans les mois à venir, il y aura des propositions fortes à faire. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais vous dire et vous remercier de prendre... vous, mesdames et messieurs, les pédicures podologues, j'allais dire toute votre part dans ces réflexions qui sont celles de tout le système de santé. Je crois que c'est important. Si on a réussi à obtenir aussi les avancées qui ont été celles que vous souhaitiez depuis de très nombreuses années, c'est parce que votre implication, votre volonté de voir, la conviction avec laquelle vous avez défendu, peut-être un peu avant tout le monde, le fait que dans le parcours du patient et dans le parcours de soins, vous aviez une place importante à prendre, et on parle des maladies chroniques et on parle des diabétiques. Je crois que c'est vraiment l'exemple qui montre à quel point tous les professionnels de santé ont leur place à prendre dans le parcours de santé de nos concitoyens. Et on le sait tous, le cancer va devenir une maladie chronique. Et donc, on aura aussi, dans tout ce qui est soins de support, soins de suite, besoin de tous les professionnels de santé pour prendre en charge nos concitoyens atteints de cette pathologie, mais qui seront, j'allais dire, qui devront être soignés le plus longtemps possible. Donc merci de toujours, j'allais dire, de toujours nous mobiliser et nous interroger sur ces sujets, parce que c'est aussi ensemble, j'insiste sur le ensemble, qu'on a réussi à construire ces politiques et à pouvoir avancer. Donc quand on parle d'impulsion des territoires, moi je dis que c'est l'impulsion collective. Moi je crois beaucoup à l'intelligence collective et au cours de mes 165 déplacements, je tiens à le dire, j'ai vu de très belles choses. Pascal est là, mais j'ai vu de très belles maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont des exemples et qui nous permettent aussi de faire des propositions pour les décliner sur les territoires. C'est aussi comme ça qu'on arrive à avancer. Donc, je le redis en conclusion, nous sommes vraiment à la croisée des chemins. J'en suis moins intimement convaincue. Il nous reste peut-être 2-3 grosses, j'allais dire petites évolutions, voire révolutions à mettre en place pour qu'on arrive à faire face
à cette transition démographique qui est devant nous et à laquelle nous allons devoir répondre. Plus de patients qui vieillissent plus longtemps, peut-être un peu plus de professionnels, mais qui travaillent différemment. Donc une mobilisation de tous les professionnels dans le parcours de vie du patient, donc dans son parcours de soins. Merci Madame la Ministre. Comme il nous reste quelques minutes dans le spot que l'on avait prévu avec vous, si vous l'acceptez, on va prendre quelques questions dans la salle. En tout cas, vous êtes comme toujours extrêmement clair, extrêmement prospective. On a senti d'ailleurs dans vos propos, notamment sur l'enseignement, des sujets que je n'avais jamais entendus, mais qui s'entendent puisque vous dites le ministère de l'Agriculture a la responsabilité sur les jeunes agriculteurs de la formation. Pourquoi pas celui de la santé? On sent qu'il y a déjà des lignes qui s'écrivent pour le prochain programme de la présidentielle. Merci en tout cas de cette franchise. Et on a noté aussi, parce que moi je fais partie de ceux qui le pensent, qu'il faudra vraiment se tourner plus vers les territoires, que l'État doit accompagner, mais laisser les territoires s'organiser. Et tous ne sont pas les mêmes, non pas à vitesse différente, mais avec peut-être des méthodes différentes en fonction de leur histoire, de leur culture et de leur organisation, et que rien ne vaut l'intelligence collective. La parole est à la salle. Qu'est-ce qui souhaite poser une question à Madame? Non, et les micros sont toujours là, nous en avons, vous le savez. On m'entend, oui. Guillaume souhaitait. Oui, bonjour Madame la Ministre, Guillaume Brouard. Merci de votre participation à notre colloque. Lorsqu'on s'était rencontrés, on avait participé à une mission que vous aviez lancée effectivement sur l'approche des pratiques alternatives, et vous aviez mis autour de la table un certain nombre d'acteurs, notamment aussi universitaires. Malheureusement, avec les ministres qui se sont succédés, on a eu l'occasion d'aborder le sujet avec le ministre Valletoux dans son bureau. Le sujet, il n'en avait même pas en fait connaissance de cette mission qui avait été lancée. Alors, depuis, on a eu d'autres ministres après Frédéric Valletoux. En difficulté. Moi, je voulais savoir, en fait, par rapport à cette mission qui nous paraît très pertinente pour essayer de donner quand même un éclairage sur les organisations parallèles qui peuvent se mettre en place dans notre système de soins. Pour vous, quelle est votre vision en fait de ces travaux qui avaient été menés, et peut-être ce qui aurait pu être fait ou ce qui devrait peut-être être fait dans la suite de ce que vous aviez initié? Alors, comment répondre de façon politiquement correcte à cette question, très politiquement correcte? Je vais y aller comme j'ai envie de le faire. Quand on passe d'un ministre à un autre, il y a toujours une transmission des dossiers. Donc, il y a eu transmission des dossiers. Je le dis, moi, je regrette que les sujets de fond que j'avais eu la chance de pouvoir lancer. Parce que j'ai eu la chance, 18 mois c'est court, mais par les temps qui courent, 18 mois dans un ministère, c'est long. J'avais eu le bonheur de pouvoir lancer des chantiers qui me semblaient, tout aussi prioritaires les uns que les autres. Et les pratiques non conventionnelles en santé, pour moi, étaient une priorité à la sortie du Covid. Et quand je vois ce que je vois, ce que je peux lire et ce que je peux entendre, je me dis que c'en est toujours une dans le but de protéger nos concitoyens. Et parfois de permettre le développement de certaines pratiques. Je pense à l'hypnose. L'hypnose qui est une pratique dont on ne sait pas où la mettre, et on voit bien qu'elle est très utilisée par les médecins, et il y a une problématique pour savoir comment on peut la reconnaître. Donc je me dis que ce chantier doit être réouvert. Alors j'ai peut-être une idée, mais je ne vais pas vous en parler là tout de suite. Le chantier de la sécurité des soignants. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas un professionnel de santé qui se fasse agresser de façon plus ou moins violente, mais qui se fasse agresser. Et alors, on a voté une proposition de loi que j'avais fait porter par Philippe Pradal. Elle n'a pas été reprise au Sénat, donc j'en appelle le sénateur pour la reprendre. Parce que, voilà, mais les 40 mesures, je ne sais pas où on en est de l'application des 40 mesures. Le chantier de la santé des professionnels de santé, qui est tout aussi primordial pour l'attractivité des métiers, me semble être aussi important. Sans parler de la transition écologique du système de santé, qui est un sujet aussi important. Celui-là, je crois que c'est celui qui a été le plus repris, puisque l'administration s'en est saisie
et donc continue plutôt à vivre. Alors, je ne vous parlerai pas de la fin de vie, mais parce qu'on voit bien que là, c'est même plus la peine d'en parler. Voilà, donc je dis ça en plaisantant, mais pas que. Sur les pratiques non conventionnelles en santé, je réfléchis à une proposition peut-être à faire à l'Assemblée, soit via une mission d'information, ce qui permettrait de reprendre le dossier, soit un droit de tirage sur une commission d'enquête, ce qui me paraît un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas de... mais plutôt sur une mission d'information en prenant la base des travaux qui avaient déjà été les nôtres et sur lesquels vous étiez mobilisés. Ça me semblerait plutôt vers ça qu'il faudrait aller. Très bien. Alors, sur ce dossier, vous pourrez compter sur notre appui. Peut-être pour vous rassurer un petit peu, on est invité la semaine prochaine à la DGOS sur les violences faites aux soignants. Sur le thème, apparemment, il y a quelqu'un qui reprend le dossier. Donc, nous sommes auditionnés mercredi prochain. Et sur la loi qui a été votée Pradal, du député Pradal sur le renforcement de la sécurité des professionnels de santé, nous on avait déposé des amendements. Le texte est ici, on y est, on ne l'a pas trouvé, Madame la Ministre. Mais j'espère qu'il va ressortir parce qu'il est chez les sénateurs. Il a eu cette chance, lui, de ne pas partir avec la dissolution, puisqu'il avait déjà été transmis au Sénat. Donc c'était un texte qui est vivant, normalement. Donc on espère pouvoir que les sénateurs effectivement aller continuer ce travail. Si mon ami Moulier est encore dans les murs, il pourrait le reprendre, lui. Alors, il n'était pas là, en fait. On avait la sénatrice Ashliman avec nous aujourd'hui. Mais on en reparlera, oui. Oui. Non, mais voilà. Mais très clairement, là, il y avait une avancée législative, mais le plan sécurité des soignants, il y a 40 mesures qui sont toutes prêtes dans un package. Là, il faut les décliner maintenant. La campagne de communication, c'est le dernier truc que j'ai fait en partant. Donc ça, je vois qu'elle est dans certains hôpitaux. Je la vois très peu, par contre, en milieu libéral. Mais là, c'est le sujet de la distribution du package aux libéraux. Alors, nous, on l'a relayé. On a fait des affiches pour tous nos professionnels. On l'a relayé... on a fait des affiches spécifiques pour les professionnels pédicures podologues et je pense que les autres ordres l'ont fait aussi, mais sous le contrôle, il y a Sylvain qui est là. Je pense que les autres ordres l'ont fait aussi, mais effectivement, ça s'est arrêté un peu cette mesure. Je vous accorde que je vais très peu chez le pédicure podologue pour l'instant. C'est un tort. Alors, est-ce qu'il y a... On ne peut pas s'inventer des maladies qu'on n'a pas. Hein. Exactement. La pertinence des soins, on a dit. Est-ce qu'il y a... Mais vous n'avez pas besoin d'aller chez le pédicure podologue pour bien connaître notre profession. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une dernière question, puisqu'on est dans un parfait timing à Agnès Firmin-Lebaudot, puisqu'on a encore 1 heure sur l'universitarisation. Mais écoutez, je n'en vois pas, donc merci infiniment pour votre présence et cette disponibilité cet après-midi. On a encore une demi-mi-temps à passer tous ensemble, mais sachez qu'on vous enverra l'ensemble des conclusions et de ce qui a été dit ce matin. Mais c'était une journée tout à fait passionnante organisée par les pédicures podologues et vous avez apporté beaucoup par votre présence. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot avant de partir, si je peux, sur l'universitarisation, vous dire à quel point c'est, avec beaucoup d'autres choses, une des clés pour faire revenir les acteurs dans tous les territoires, les professionnels dans tous les territoires. Et un grand merci aux collectivités locales qui ont impulsé parfois cette envie d'universitarisation. Je dis que l'hôpital du Havre est un exemple dans ce domaine, avec son partenariat avec le CHU de Rouen, parce que la communauté d'agglomération havraise a accepté de financer les postes. Et je crois que c'est important de le dire, c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire revenir des spécialistes dans les territoires où il n'y a pas de CHU. Voilà, c'était ma pierre à l'édifice sur le sujet suivant. Merci. Une question ? On a quelqu'un qui souhaite vous poser une question. Madame la ministre, merci. Je suis Monsieur Moine-Bressan, je suis vice-président au Conseil national, délégué en charge de l'universitarisation. Et tout à l'heure, on a eu la chance d'écouter Madame la ministre Buzyn,
qui nous a dit que après être passé en tant que ministre, on connaissait les clés des choses qu'il fallait faire. Alors là, vous venez de nous tendre la perche, ça va être notre future table ronde. Quelle est la clé pour faire en sorte que notre formation devienne universitaire et passe à 5 ans pour reprendre les propos du professeur Oustrik tout à l'heure, on a une compétence, on a des qualités, on a une formation, mais qu'on puisse l'appliquer pleinement sur le territoire pour pouvoir répondre à la fois à la demande des patients dans des questions en fait, de santé publique et de sécurité des soins. Avez-vous la clé ? Je n'ai pas la clé, mais j'ai peut-être une partie de la réponse que j'ai évoquée tout à l'heure. Je pense que l'enjeu, c'est que ce soit le ministère de la Santé qui s'occupe des professionnels, de la formation des professionnels de santé. C'est une des clés. Ça nous fera une formidable introduction pour la table ronde qui va démarrer. Merci infiniment. Merci. Merci.